Suite Magazine. Innovation technologique, sciences et société numérique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans votre émission écosystémique qui, entre autres, peint exactement l'écosystème numérique et technologique en République démocratique du Congo. Dans le cadre de cette émission, nous avons le privilège de recevoir sur ce plateau un invité de marque avec qui nous allons donc échanger sur la thématique médias en ligne et les défis de la connectivité. Vous le savez sans doute, avec le ministre du Numérique, il y a eu une déclaration qui a été faite pour nous informer que la République démocratique du Congo a enregistré un taux de pénétration d'Internet de 17,6%. Ce taux de pénétration d'Internet constitue en fait un bond de 25,4%, notamment en RDC, juste pour les années 2021 à 2022. Aujourd'hui, la question qui se pose et qui reste toujours suspendue aux lèvres de Congolais, c'est de savoir qui sont les véritables acteurs dans ces secteurs et qui amènent notamment ce taux de pénétration de l'Internet. Parmi notamment ces grands acteurs de pénétration qui permettent ou qui facilitent la pénétration de l'Internet en RDC, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous comptons le 4e pouvoir de notre pays. Il s'agit notamment de la presse. Pas n'importe quelle presse, mais aussi une presse qui est de nouveaux médias. Aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, nous recevons Israël Moutala. Il est donc président des médias d'information en ligne en République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons donc échanger sur ce sujet. Sans plus tarder, je vais donc vous l'introduire. Bonjour, monsieur Israël Moutala. Bonjour, merci de l'invitation. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Vous, aujourd'hui, qui n'êtes pas sans doute quelqu'un à présenter, vous êtes, à part d'être le président de cette structure dont nous avions tantôt cité 1000 RDC, vous êtes aussi président, ou je dirais directeur général de Setur7.cd, un des tout premiers médias qui est le plus suivi sur Twitter, notamment les résultats, on l'a publié chez numérico.cd, parce que vous êtes toujours dans le haut niveau, exactement. Et à quoi est dû notamment votre succès dans ces secteurs? Pour parler d'abord de Setur7.cd. Encore une fois, merci de l'invitation. Vous parlez de succès, mais bon, moi je relativise en disant que nous faisons quelques progrès, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Dans toute œuvre, c'est d'abord une vision claire de ce que vous voulez faire et après s'en tenir, parce que nous sommes dans le secteur de l'information. La chose la plus importante d'abord, c'est donner une information fiable, c'est-à-dire une information qui soit recoupée, qui soit véridique, pas de fake news. Il ne faut pas prendre l'opinion, les consommateurs de l'information comme des oies sauvages. Il faut les respecter et le respect qu'on leur doit nous pousser à faire notre travail en respectant les règles d'éthique et de déontologie. Donc, Setur7, c'est toujours attaché à faire de l'information, une information de qualité, à ne pas verser dans les fake news, à ne pas verser dans les sensationnels. Donc, c'est tout ça qui fait que, à un moment, les gens qui consomment l'information nous le rendent bien, s'abonnent à nos plateformes numériques pour s'abreuver de l'information. Donc moi, j'ai toujours dit, lors de nos séances d'échange de connaissances, de formation, de capacitation, de recyclage, appelez ça comme vous voulez, j'ai toujours dit que pour réussir dans le numérique, il n'y a pas 36 solutions. Okay.
contenu de qualité, contenu régulier. Quand je dis contenu de qualité, c'est-à-dire un contenu qui a un intérêt pour l'opinion, pour le public, un intérêt certain. Voilà. Ce contenu doit être original. Oui. Il doit être original, il ne faut pas faire comme les autres. Vous avez, parce que tout le monde est dans les factuels, vous êtes dans les factuels. Tout le monde est dans l'écrit, vous êtes dans l'écrit. Tout le monde fait de l'information avec de l'infographie, vous ne faites que l'infographie. Non, il faut créer une certaine originalité dans la façon de rendre l'info, dans les supports. Oui. Contenu, support. Donc il faut un contenu de qualité qui soit original et qui soit surtout régulier. Vous avez des très bons médias qui ont du contenu de qualité, mais qui n'est pas régulier. Il publie par intermittence, un jour il disparaît, il publie après une semaine, il disparaît, il publie après un mois. Et bref, avec ce type d'irrégularité, c'est très difficile de fidéliser le public. Donc il faut que ce contenu soit, comme je le dis, de qualité et qu'il soit régulier. Et donc quand vous remplissez ces deux critères, vous avez ce que vous appelez maintenant le trafic. Ça veut dire que le public, il y a des gens qui vous suivent, qui viennent sur votre site ou sur vos plateformes numériques pour s'informer, pour se divertir, parce que nous parlons des médias d'information. Donc c'est pour principalement d'abord s'informer. Une fois que vous avez ça, c'est avec ce trafic-là que vous pouvez maintenant aller le vendre chez les annonceurs. C'est alors que même certains revenus seront plus importants en fonction du trafic. Si vous voulez faire du Google AdSense ou vous allez chez les annonceurs classiques, ils vont poser la question, quels sont vos chiffres? Okay. Donc c'est cette question-là. Mais pour avoir ces chiffres, pour avoir les trafics, il faut absolument beaucoup d'abord travailler sur le contenu. Alors, on dit travailler déjà contenu, là on est déjà de plein pied dans l'émission. On dit parler contenu, mais pour contenu, il faut notamment ceux qui travaillent à ces contenus. Comment devraient-ils vous organiser, vous à votre niveau, notamment chez sur CD, comment vous organisez notamment l'équipe pour qu'il y ait un contenu régulier, de qualité, et on chutera notamment par se poser la question, comment faites-vous aussi pour fuir notamment ce phénomène de fake news aujourd'hui qui devient de plus en plus récurrent dans les médias en ligne? Non, c'est pas récurrent dans les médias en ligne. Non, c'est pas récurrent dans les médias en ligne. Les gens confondent médias en ligne et réseaux sociaux. Un média est une structure qui a du personnel, qui a du matériel, qui a une personnalité juridique, qui a des bureaux, qui a un siège social et qui fait que quand on collecte une information, l'information passe par un processus avant d'être livrée au public. Et les médias ont des pendants numériques. Ils peuvent être Facebook, Twitter, Instagram, ainsi de suite, ou TikTok. Donc, ce sont des supports numériques, ce sont des prolongements d'un média. Mais nous avons vu, je ne vais peut-être pas citer des médias ici, où nous avions vécu des cas où on a annoncé quelque chose et qui n'était pas du tout vrai. Oui. Alors, dans ce cas-là, la question qu'on se pose exactement, le processus de traitement d'informations au sein de rédaction se passe comment et qu'est-ce qui peut notamment causer ou être la résultante de cette situation de publication d'une fake news? D'abord, ça veut dire que le phénomène de fausses informations, de fake news, moi, ce que je refute, c'est le fait qu'on puisse associer médias d'information en ligne au phénomène fake news. Je refuse. Okay. C'est un phénomène qui touche tous les médias. La RTNC, il n'y a pas longtemps, se livrait à des fake news, à la désinformation. Okay. Donc, voilà. Il y a certains médias que je ne vais pas citer ici qui se livraient à de la désinformation. Ce ne sont pas des médias en ligne. Il y a la presse papier, parfois, où vous avez des fausses informations. Donc, dire que les fake news, c'est une question qui est liée, qui est attachée exclusivement ou essentiellement aux médias d'information numérique, c'est très faux. Voilà pourquoi je dis, attention, j'ai une nuance par rapport à ça. Okay. Donc, les fausses informations, c'est n'importe quel type de support. Donc, par rapport à ça, et soit aujourd'hui à l'amalgame, ça veut dire que tout le monde s'autoproclame journaliste, tout le monde a un compte Facebook, un compte Twitter, même individuellement, et tout ce qui circule sur les réseaux, dans les groupes WhatsApp, les fake news, on les attribue aux médias d'information. Non, il faut vraiment que les gens fassent une différence entre l'institution média,
qui est un organe de presse avec une ligne éditoriale, avec du personnel, du matériel, qui a des processus de traitement, ainsi de suite. Et donc, pour revenir à ta question par rapport à comment se prémunir contre les fake news, les fausses informations, bref. D'abord, comment est-ce que la rédaction, elle est tenue comment? C'est ça la grande question. Il faut, pour être membre d'une rédaction, avoir d'abord la qualité de journaliste. Et cette qualité, on sait comment est-ce qu'elle s'acquiert. Donc, pour ceux qui ont une formation en journalisme ou en communication, il faut un stage de 1 année dans un organe de presse. C'est à l'issue de ce stage qu'on devient journaliste professionnel. Pour ceux qui n'ont pas une formation, qui n'ont pas eu de formation dans une école de journalisme ou de communication, il leur faut 2 ans de stage. Mais la réalité, c'est pas ce qui se fait. D'abord, je vous dis ce qui doit être fait. D'accord. C'est ça l'effort. Après, on devient juste professionnel. Donc, tout commence par le recrutement. Quand vous créez un média, vous recrutez qui? Quel est le profil des personnes que vous recrutez? Ont-ils la formation requise? Ont-ils fait leur stage? Voilà. Si les gens d'ailleurs, les gens que vous recrutez n'ont pas la qualité de journaliste, vous avez déjà là un problème sérieux. Donc les gens ne sauront pas qu'une information, comment elle se collecte, comment elle se traite. Donc vous aurez déjà un problème à ce niveau-là. Donc pour moi, premier niveau, pour éviter les fake news, la qualité du personnel. Les gens que vous recrutez, ils ont quel profil? Est-ce qu'ils ont les profils de journalistes professionnels ou pas? C'est ça la première. Deuxième étape, parmi les personnes que vous recrutez, vous structurez la rédaction. Et la rédaction est structurée. Vous avez un directeur de publication, ça dépend, ou un rédacteur en chef, ou les deux. Vous structurez la rédaction. Et la personne qui doit être le patron de la rédaction au quotidien doit justement être un journaliste expérimenté pour encadrer les autres. Ensuite, vous avez de chefs de desk, de chefs de rubrique. D'accord. Et après, vous avez aussi ce que vous appelez les secrétaires de rédaction. Okay. Et un secrétaire de rédaction adjoint. Donc, c'est comme ça que vous structurez. Alors, vous avez, et chaque jour le matin, vous avez une conférence de presse. Oui. Et une conférence de rédaction. Mais avant, il est demandé à chaque journaliste de faire un peu le monito avant de venir à la rédaction. Oui, mais vous les saurez comment? Au niveau notamment de conseil de rédaction. Bien sûr, parce que quand on va vous demander de proposer des sujets, c'est vraiment pour que, proposer les sujets, c'est comme ça que ça se prépare. Parce que la production journalistique se prépare. Mais est-ce qu'avant tout, il est question avec les médias en ligne, la présence physique est obligatoire à toutes les rédactions, ou bien la rédaction, elle se fait toujours, ou par moment, à distance? La présence physique, que ce soit en médias classiques ou médias en ligne, elle n'est pas obligatoire, même les médias traditionnels. Le correspondant de RFI à NRDC, est-ce qu'il a besoin d'aller à Paris pour rester à la conférence de rédaction? Évidemment, non. Vous avez un envoyé spécial d'Educ TV, vous l'envoyez à Lubumbashi, il est obligé de prendre un avion pour assister au conseil de rédaction physique ici? Non. Pas forcément. Donc tout se peut se faire virtuellement. Il y a des orientations, on a besoin de tel sujet, prenez tel angle et vous donnez des orientations. Et donc, on n'a pas besoin aujourd'hui, avec le développement de la technologie, d'être là physiquement. Donc, vous faites un conseil de rédaction virtuel, les gens amènent leur sujet, ils les défendent, vous arrêtez, vous faites un conducteur, il y a quelqu'un qui suit ça, voilà, ainsi de suite, et vous faites une production. Donc, ce sont les avantages d'avoir l'évolution de la technologie qui fait que vous avez des groupes WhatsApp où vous travaillez et vous arrivez à produire. Mais physiquement aussi, il arrive aussi, parce que nous avons des bureaux, de travailler physiquement. Mais vous voyez Kinshasa, les bouchons. Bon, il y a un gain de temps, il faut gagner le temps, il faut absolument. On peut économiser le temps en travaillant de manière virtuelle et être très efficace. La preuve, on arrive à travailler efficacement, sans avoir de réunions en présentiel. La plupart de nos réunions sont... voilà. Oui, puisque maintenant vous évoquez que le présentiel n'est pas forcément obligatoire et à tout moment,
Alors, la question de la connectivité se pose notamment sur ce point-là. Et nous, dans cette émission, on voudrait exactement savoir comment arrivez-vous à tenir la rédaction en ce qui concerne la connexion Internet. En d'autres termes, c'est que aujourd'hui, pour des cas d'exemple, vous avez des journalistes qui sont, certains qui sont sur terrain, certains qui sont sur place. Est-ce que leur connexion Internet est prise dans la gestion, notamment de la rédaction, ou bien il s'agit, ils sont payés, chacun selon qu'il se peut, pour lui-même s'assurer une connexion Internet en dehors du bureau. Et aussi une autre question, dans le bureau, est-ce que vous utilisez une connexion Internet que vous mettez à disposition de tous les journalistes? Donc on voudrait un peu entrer au travers vos mots dans cet environnement et comprendre exactement comment ça fonctionne, si vous pouvez nous aider dans ce sens. On ne peut pas, aujourd'hui, à l'heure actuelle, faire du journalisme sans connexion Internet. On est dans le coût. Pour collecter l'information a un coût. Pour collecter une information, ça a un coût. Il faut soit appeler, il faut se déplacer, il faut avoir la connexion Internet, obligatoirement. Et donc tout ça, on en tient compte. Donc les journalistes ont de quoi avoir la connexion Internet, de quoi avoir, ils ont les moyens de leur mobilité, les moyens d'appeler et les moyens d'avoir la connexion tout le temps. Et en dehors, au bureau, il y a la connexion, et en dehors, sur leur téléphone. Donc c'est indispensable. Nous, on ne peut pas fonctionner sans connexion Internet. C'est prévu. Donc voilà, nos journalistes, ils ont ça. Donc ils ont de quoi le transport, la connexion Internet et pour appeler. Donc c'est indispensable. Ce sont des coûts qui entrent dans la collecte de l'information. Oui, ce sont des coûts qui entrent dans la collecte d'informations. Et dites-moi, aujourd'hui, que pensez-vous du coût d'Internet en République démocratique du Congo? Vous, en tant que patron d'un média en ligne, est-ce que vous pensez que c'est un coût qui est totalement compréhensible? Parce que s'il faudrait prendre un cas d'exemple, aujourd'hui, lorsque vous achetez un package de $20 de crédit dans un réseau ici, et on vous accorde notamment, par exemple, 30 ou 32 gigas de connexion, et la durée qui vous est donnée est souvent d'un mois. Alors, plusieurs personnes, notamment que nous avions approchées dans le cadre de cette émission, nous révèlent que dans certains endroits mieux, peut-être pas d'antique ici, la validité d'une connexion Internet n'est pas forcément relative au mois ou quelque chose comme ça. Alors vous, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le coût d'Internet en République démocratique du Congo, en tant que le patron de presse qui gère un média au quotidien et qui sait exactement à peu près combien ça coûte ou pas la connexion Internet en RDC? Il est plus ou moins cher, c'est clair. Il est plus ou moins cher. La connexion Internet, elle est plus ou moins chère par rapport à d'autres pays, et bien sûr. Mais bon, l'évolution, chaque année quand même, je vois que le coût baisse. À un moment, c'était encore plus cher. Okay. Mais nous espérons que la tendance va aller toujours dans le sens de baisser. Et parce que je pense qu'un faible coût de l'Internet est un grand facteur d'inclusion numérique, qui est un grand facteur de développement. Bon, là, c'est... voilà. Notre plaidoyer est qu'on puisse réduire sensiblement la fracture numérique en RDC. Je crois, voilà, sur 100 millions d'habitants, il y a à peine 21 millions qui sont connectés, qui ont Internet, et sur les 21 millions, je crois à peu près 15 millions qui ont la 3G, ainsi de suite. Bref, on a encore beaucoup de travail à faire en tant que pays, et tout passe par d'abord des investissements massifs dans les infrastructures numériques, notamment la fibre optique, ainsi de suite. Et après, il faut voir dans quelle mesure on peut démocratiser l'accès au smartphone, parce que la plupart des gens qui ont de téléphones, c'est la 2G. Il faut que les gens arrivent à avoir le téléphone de qualité, de 3G ou 4G. Il faut voir comment est-ce que la douane peut aider à ce qu'on défiscalise certains terminaux digitaux pour permettre une plus grande inclusion numérique, parce que voilà, c'est tout ça. Il faut travailler sur les terminaux digitaux, sur les infrastructures et sur le coût du data. Ouais. Parce que le data est cher, parce que notamment, ils vont vous dire que le coût de l'énergie
Nous sommes un pays gigantesque. Il faut déployer des antennes. Et ces antennes, l'énergie, c'est soit des panneaux solaires, soit du carburant, bref. Ce qui fait que nous avons un coût de data qui est un peu élevé. Donc tout ça, il faut y travailler. Oui, je pense exactement, ça fait partie des différentes recommandations que vous aviez fait lors des États généraux de la presse, où vous avez notamment couché un certain nombre de moyens qui pourraient alléger notamment, faire respirer les médias en ligne en ces secteurs. Mais puisque vous aviez parlé aussi de coûts, exactement, c'est ça la préoccupation, et celle de savoir le modèle économique aujourd'hui pour le média en ligne, et lesquels exactement. Parce que c'est pas aisé pour un média en ligne en RDC, comme vous le savez. La presse, on sait que sans doute la considération y est parfois, tantôt pas. Et comment la presse en ligne, principalement, parvient à nouer le debout du mois? Quel est le modèle économique peut-être que vous utilisez dans votre média, mais que aussi vous pensez être un modèle économique meilleur pour permettre notamment aux médias en ligne d'avoir les moyens de leur fonctionnement? Le modèle économique, il est simple. Comme je le dis tantôt, il repose sur une triptyque, contenu de qualité, présentation de qualité, trafic, et vous prenez ces trois éléments. Quand vous avez surtout le trafic, c'est le trafic que vous allez vendre aux annonceurs. Aux annonceurs. C'est avec ça justement que vous consolidez, que vous couvrez vos charges. Ah, ok. Donc il y a sur le site des encarts publicitaires notamment qu'elles prennent. Mais est-ce que seul ça suffit notamment pour l'année d'en suffire pour l'année, comment ça veut dire que c'est ce que je dis. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul, il y a ce modèle, à moins que vous soyez subventionné. Okay. Mais pour être, voilà, ça veut dire que il y a plusieurs modèles. Mais le modèle qui marche au Congo, parce qu'au Congo, il faut tenir compte du pouvoir d'achat de la population. On peut faire le système des abonnements, par exemple. Oui. Mediapart n'a pas de publicité. Oui. Il fait quoi? C'est un système d'abonnement. Mais pour avoir un modèle comme celui-là, il faut un seuil, je ne sais pas le nombre, ils ont un nombre d'abonnés, je ne sais pas, 200 000 ou 300 000 ou 1 million, qui prennent un abonnement. Une souscription d'abonnement. L'année, il y a plusieurs souscriptions, je crois 20, 10, 15, voilà, toute l'année. Donc, quand vous souscrivez comme ça, ils ne prennent pas de publicité, ils disent qu'ils veulent être totalement indépendants de puissance d'argent, de puissance politique, ainsi de suite. Voilà. Ils disent que nous, le patron, c'est le public. Et vous voulez avoir une information totalement indépendante, selon eux, vous payez, vous devez payer. Et ils souscrivent d'abonnement et les gens achètent. Et c'est ça le modèle unique de Mediapart. Mais vous avez des médias, vous avez des modèles hybrides qui font des abonnements, mais qui font aussi de la pub, qui prennent de la publicité. Bah, voilà, là c'est notre modèle. Vous avez des modèles où vous faites des souscriptions, vous faites de la pub, mais vous avez des subventions. Les médias publics français, notamment, ils ont beaucoup de subventions, il y a beaucoup d'impôts du contribuable français, mais à côté, ils prennent aussi de la publicité. Donc, ils ont plusieurs types de revenus. À part ça, il y a aussi beaucoup d'exonération. Okay. Bah, nous, au Congo, il n'y a pas d'exonération. Une entreprise de presse, c'est comme une entreprise... comme toute autre entreprise. C'est comme une entreprise ordinaire, c'est comme une entreprise qui vend du pétrole ou des meubles de luxe ou du parfum de luxe. Okay. Alors qu'il faudrait qu'on fasse un distinguo parce que les entreprises de presse, nous avons une mission d'intérêt général. Ça veut dire que l'information est utile et indispensable à la bonne marche de la démocratie. C'est ce qui fait que notre statut devait être un peu différent. Ces questions ont été traitées aux États généraux. Le nouveau ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, est sensible à cela. Et on a pu faire passer un certain nombre de recommandations qui seront coulées dans la nouvelle loi, qui feront que nous aurons un statut un peu plus différent que les autres types d'entreprises. Alors je disais que maintenant, imaginez au Congo, il faut voir le contexte, quel est ce Congolais qui peut dépenser, par exemple, même pour la presse papier. La presse papier, je vois, c'est parfois 2000, 2500, disons à peu près $1. Alors quel est ce Congolais qui a un budget mensuel de $30
pour s'informer. S'informer, non. Voilà. Alors, pour ceux qui ont les bouquets Canal+, ainsi de suite, voilà. Si vous voulez presse-papier, vous mettez un budget de $30. Les bouquets, si vous êtes sur, je ne sais pas quel bouquet, Canal+, je sais pas, voilà, mettez $20 de minimum, donc $50. Quel est ce Congolais? Il y a combien de Congolais qui peuvent se dire, nous mettons chaque mois un budget de $50 pour la presse? Oui, c'est pas évident. C'est pas évident. Pas évident. C'est pas évident. Parce que c'est pas évident parce que le salaire moyen du fonctionnaire ou tout ça, on est autour de $100 de salaire moyen au Congo. C'est pas scandaleux. C'est parce que c'est pas suffisant, mais c'est pas scandaleux parce qu'en Chine, je crois, le salaire moyen ou dans d'autres pays tourne autour de 300, de 400. Donc, il faut voir le pouvoir d'achat de la population. Est-ce que si vous monétisez votre contenu, vous dites voilà, le contenu de 7 sur 7, à partir de la semaine prochaine, avant de lire, il faut payer $1. Ou bien des types d'articles, comme on voit notamment dans d'autres médias où on dit pour ces types d'articles. Pour ces types d'articles. Mais justement, alors, mais dites-moi, il faut une solution. Il faut une solution d'abord numérique de monétisation. Il faut un logiciel pour payer. Les gens vont payer comment? Il faut créer d'abord la solution. Est-ce qu'ils vont payer par carte bancaire? Donc, il faut maintenant voir combien de Congolais ont la carte bancaire qui vont faire des achats sur Internet. Donc, il faut vraiment, ou bien ils vont payer, est-ce qu'ils vont payer avec leur téléphone, via les... Donc, bref, de moyens d'intégration, d'intégration de paiement, qui doivent conjuguer notamment... Vous voyez que pour mettre d'abord la solution, voilà, il faut trouver d'abord la solution, elle est là, mais il faut l'implémenter. Il faut d'abord trouver quelle est la meilleure solution, hein, tout ça, il faut que ça soit facile, rapide, compréhensible. Et donc, c'est toutes ces questions-là qu'il faut. Est-ce qu'il y a maintenant des gens, est-ce qu'on a identifié des gens qui sont prêts à acheter l'information dans un environnement où l'information est plus ou moins gratuite? Voilà les questions qu'il faut se poser. Mais si on veut monétiser l'information à la cryptant, il faut que cette information ait une grande valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une information presque exclusive qui apporte, qui va au-delà du factuel. Ou bien si c'est vraiment au-delà du factuel, si c'est du factuel, que ça soit exclusif. Et donc aujourd'hui, et même là, c'est devenu compliqué. Parce que vous voyez parfois des gens qui ont des abonnements, ils font que ces abonnements là-bas, ils peuvent prendre un... Comment ça s'appelle encore? Un abonnement, ils prennent des captures d'écran, ils partagent, ou bien ils copient, ils partagent. Donc, vous avez ce piratage de contenu même crypté. Donc le problème, il est assez vaste, vraiment, le problème est vaste, de tout genre, et ça ne ferait que créer. Et malheureusement, là, on touche déjà à la fin de l'émission. Moi, personnellement, je reste à ma soif, et on verra avec la rédaction, commande, avec la régie notamment, la possibilité de poursuivre cette émission. Mais avant de nous quitter, il y a une question que je voudrais poser. Aujourd'hui, nous sommes dans une chaîne éducative, RT Éduc, et les élèves d'une certaine classe aujourd'hui vont en stage. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'aujourd'hui est-il possible d'effectuer notamment des stages dans votre rédaction pour les élèves de l'humanité, notamment ceux qui sont en 5e, si je ne m'abuse pas? Est-ce que vous donnez la possibilité aux élèves, par exemple en période de vacances ou pendant une période donnée, d'effectuer des stages? Question aussi de pouvoir les intéresser à pourquoi pas trouver leur voie dans le milieu. Si oui, quelles sont les conditions notamment pour participer? Je pense que ça sera là qu'on mettra un terme à cette émission. Non, le stage c'est compliqué. Le stage, c'est budgétivore, c'est chronophage. Et je travaille avec certaines universités, IFASIC, UNIKIN et tout ça. Mais nous prenons un nombre d'abord limité, parce que quand vous prenez les gens, il faut les encadrer. Donc il faut les encadrer. Ça ne sert à rien de prendre des gens sans les encadrer. Et puis nous prenons souvent les gens qui sont intéressés. Donc moi, je ne veux pas perdre le temps à encadrer des gens qui n'ont pas la passion de l'écriture. Donc souvent, il y a des gens qui viennent faire le stage pour le remplissage, voilà. Quelqu'un qui
c'est pas un peu trop dur si vous en avez une, par exemple, qui a la passion du métier et qui oui, se mais, dit, mais je le remarque tout de suite. Okay. Je le remarque tout de suite. Là, c'est différent. C'est-à-dire, vous avez des gens, lui, sa passion, c'est la radio ou la télé. Ouais. Mais voilà, mais elle vient faire le stage, voilà, pour faire le stage. Donc voilà, moi, je ne perds pas le temps avec ça. Donc il faut que la personne soit vraiment intéressée et par rapport à ça. Et donc, les stages, oui, mais même quand j'ai propos accepté un dossier, il faut que la personne manifeste de l'intérêt. Si la personne ne manifeste pas d'intérêt, impossible de perdre mon temps. Israël Moutala, directeur général des 7sur7.cd, avec qui nous avons été dans cette émission écosystémique, dédiée notamment à l'écosystème numérique et technologique en République démocratique du Congo. Avec lui, il était question notamment de parler des médias en ligne et le défi de la connectivité. Vous l'avez suivi avec moi, les différentes étapes, notamment qu'il a pu nous déployer pour pouvoir exactement tenir un média en ligne en RDC, pour pouvoir exactement marcher non pas sur les fake news, mais vers la vraie information. Vous aviez tous été témoins dans cette émission. Alors pour aujourd'hui, nous vous disons déjà au revoir et nous vous invitons lors d'une prochaine émission. Vous qui êtes aussi dans ces secteurs et qui voulez notamment participer à cette émission, le numéro est affiché au bas de l'écran. Contactez-nous à tout moment. Israël Moutala, président de médias d'information en ligne en RDC. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. On espère pouvoir y remédier notamment à ces questions de temps pour vous avoir prochainement. Merci beaucoup. Merci.